Oui, il a incarné pendant des années la marque Hyundai, et puis Hyundai est devenu Hyundai, et elle a été reprise en main, cette marque, par les Coréens eux-mêmes. Il rebondit chez Mitsubishi, enfin rebondit, on va expliquer ça, parce que c'est pas aussi simple. Bonsoir Jean-Claude Debar. Bonsoir Martial. Alors c'est vrai que vous avez incarné cette marque dans les spots publicitaires, cette marque Hyundai. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que président de Mitsubishi France, et puis d'une multitude d'autres marques que vous gérez ici en France. Oui, je suis président de Mitsubishi, mais aussi président du groupe Émile Frey, président exécutif du groupe Émile Frey. Et nous commercialisons en France Mitsubishi, Subaru, Daihatsu et Sanyong. Et nous avons effectivement commercialisé Hyundai. Alors, je crois que le public, en tout cas, s'est souvenu de Hyundai. Alors, c'est vrai que maintenant, ils disent Hyundai. Je ne comprends pas pourquoi ils ont changé de nom de la même marque, mais enfin, bon, bref. C'est vrai que tout le monde se souvient de Hyundai parce que c'est à cause de vous, en fait. C'est parce que vos campagnes radio étaient tellement percutantes et pertinentes qu'ils se souviennent que de ça. Ouais. Mais en réalité, le groupe Émile Frey commercialise bien d'autres marques. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai aussi que ça correspond à un moment donné où on voit beaucoup de groupes coréens reprendre la main. On l'a vu chez Hyundai, on l'a vu chez LG également. Et puis, concernant Hyundai, c'est aussi, on a un peu le sentiment, le moment où ça décolle, que vous n'êtes plus aux manettes. Ça, il y a un petit regret quand même ? Bien sûr, j'ai un regret parce que bon, j'ai travaillé pour lancer cette marque pendant 12 années sur le territoire français et en Allemagne aussi, il ne faut pas l'oublier. Et bien, nous avons eu un grand succès, un peu plus de 100 000 voitures par an en Allemagne, 30 000 voitures en France. Et puis, bon, le constructeur s'est dit que ce que le groupe Émile Frey était capable de faire, eh bien, il pourrait le faire aussi, peut-être un petit peu mieux. Alors, je leur souhaite bonne chance. Ils sont décidés à racheter cette belle société. Bon, c'est difficile de refuser de vendre au constructeur qui est aussi son fournisseur de véhicules. Donc nous l'avons fait depuis le 1er janvier. Et puis, vous savez, les constructeurs sont un peu différents et peuvent être différents. La preuve, c'est Mitsubishi. Mitsubishi était vendu par le constructeur en France et en Suisse aussi. Et nous avons racheté l'année dernière, en tant qu'importateur privé, la distribution au constructeur cette fois-ci, parce que le constructeur a jugé qu'il n'était pas à même ou qu'il ne savait pas vendre des voitures en Suisse et en France et qu'on était mieux placé que lui pour le faire. Et ça, c'est pas le symbole que peut-être le marché français, pour une marque comme Mitsubishi, qui est généraliste, qui a des véhicules hybrides, finalement ce marché-là n'est pas stratégique parce qu'il est déjà très occupé par des acteurs historiques ? Non, je ne crois pas. C'est une question de savoir-faire de distribution. Notre groupe a 350, 400 distributeurs en France. C'est plus facile de travailler avec 400 distributeurs ou 350 distributeurs qui sont plus ou moins liés à la marque Émile Frey que de travailler avec 80 succursales. C'est difficile de trouver des locaux, de trouver des directeurs, de trouver des gens qui sont impliqués dans leur tissu économique régional et de manager tout ça depuis le Japon. Donc ils se sont rendus compte que c'était juste infaisable et ils ont préféré travailler avec des gens qui sont installés en France, qui sont français, qui ont un vrai réseau de distribution et puis qui ont prouvé aussi par le passé avec d'autres marques et qui prouveront dans le futur que c'est le bon choix de travailler avec un importateur. Alors l'objectif, c'est 10 000 véhicules neufs vendus en France pour Mitsubishi, ce qui paraît quand même très ambitieux au vu des résultats actuels. Ben, au vu des résultats actuels, oui, mais on a eu quelques petits problèmes techniques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des inondations colossales en Thaïlande et qu'une partie de la production de Mitsubishi est faite en Thaïlande, et notamment les L200, qui sont vraiment des véhicules extrêmement appréciés sur le marché français des PME, artisans, commerçants et autres. Ce sont des pick-up. Et aujourd'hui, on a un back-order dans notre jargon automobile important. Je dois avoir quelque chose comme 2 ou 3 000 commandes que je ne peux pas livrer, mais je vais rassurer les clients. Les véhicules vont arriver, nous avons essayé de rattraper le retard et nous allons leur livrer les véhicules qu'ils ont commandés. Mais ça, on parle c'est vrai, il y a des ventes aux professionnels notamment qui marchent pas trop mal pour qui le marchent groupe, plutôt bien, oui. Au-dessus de la moyenne du groupe, oui. Mais en revanche, chez les véhicules particuliers, vous n'apparaissez pas dans les 100 véhicules les plus vendus, le classement du CCFA. Il n'y a pas une Mitsubishi. Non, d'abord parce qu'on n'est pas référencé avec le CCFA, donc on y sera un jour. Il y a des marques qui vendent moins que nous qui le sont. Bon, il suffit de payer pour être référencé. J'ai pas envie de l'être tout de suite. On le sera quand on fera 15 000 voitures. Je crois que le potentiel Mitsubishi a déjà fait 15 000, 16 000, 17 000 voitures en France, avec une gamme qui n'était pas la gamme que nous avons aujourd'hui, et puis une stratégie produit qui n'était pas celle que nous aurons demain. Je suis certain qu'on fera 10 000 voitures, peut-être pas cette année, mais au début de l'année prochaine. Je suis sûr qu'en fin d'année 2013, on vendra à peu près 15 000 véhicules Mitsubishi, parce que la stratégie du constructeur est assez innovante et enthousiasmante en tout cas, puisqu'en 2015, 100% de la gamme Mitsubishi sera une gamme qui sera
hybride dans tous les segments. Alors c'est le jargon de l'automobile, mais segment A, les petites, segment B, les moyennes, segment C. Vous avez été, Mitsubishi a été dans les premiers à se lancer sur l'hybride. On voit avec l'IMIEV, avec l'électrique d'abord, ce qui lui a donné une extraordinaire expertise en matière de motorisation électrique. Et aujourd'hui, le truc, ça va être de mixer l'expertise que nous avons avec les motorisations électriques et puis l'expertise que nous avons avec les motorisations plus traditionnelles. Et ça donne un hybride que j'ai essayé la semaine dernière au Japon et qui est très très bien né. On parle de l'Outlander, du 4x4 hybride, bien sûr. en l'occurrence. Et c'est un marché sur lequel tous les gros acteurs qui ont un hybride, enfin qui ont un 4x4 hybride sont. Oui, bien sûr. Vous jouez dans la cour des grands, là. On va jouer dans la cour des grands avec une technologie qui est extrêmement aboutie, de fait de l'expérience iMIV avec les voitures électriques. Et puis le 4x4, c'est la référence de la marque Mitsubishi. On a gagné de nombreuses fois le Paris-Dakar. Le Pajero est une véritable référence dans cet univers-là. Mais aujourd'hui, force est de constater que le prix du pétrole ne va pas baisser. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe au niveau des prochaines élections, ça ne va pas changer le prix du pétrole à la pompe. Alors peut-être 2 centimes ou 3 centimes ou 4 centimes d'euros en plus ou en moins. Pendant quelques mois. Pendant quelques mois, mais clairement, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour permettre à des gens de se déplacer avec 5 personnes, des bagages, de pouvoir faire de la route et non pas à 100 ou 150 km comme avec un véhicule électrique, de pouvoir transporter leur famille dans des conditions économiques intéressantes. Et l'hybride vous permet de faire... Allez, je vais dire des chiffres qui sont secrets encore pour l'instant, mais par exemple, sur le nouvel Outlander, c'est 1,5 litre d'essence pour 100 km avec une motorisation hybride, en déplaçant 7 personnes, puisque c'est un 7 places, 4 roues motrices, avec un véhicule qui fait plus de 2 tonnes. Oui. Mais alors justement, à chaque fois, pour le coup, moi, que j'ai essayé des 4x4, des gros 4x4 hybrides, que ce soit des BMW, des énormes machines comme ça, on s'aperçoit qu'en réalité, on est sur le moteur thermique la plupart du temps. Parce qu'ils sont tellement lourds à emporter que le moteur électrique arrive pratiquement jamais à fonctionner. Eh bien non, d'abord parce que... Pas la Outlander. Non, parce que d'abord, les motorisations électriques ont fait d'énormes progrès. Je suis venu vous voir aujourd'hui avec une voiture électrique. Je vais citer le nom quand même, parce que c'est une marque que j'importe. Ça fait partie de votre en plus, voilà, qui s'appelle Fisker, qui fait 406 chevaux. Et qui a des performances d'une grande GT italienne, pour ne citer qu'elle, et qui est un véhicule électrique avec un moteur thermique qui sert à alimenter un générateur, et puis des batteries extrêmement modernes à ion, batteries lithium, qui apportent de la performance, qui apportent du confort et qui apportent une économie de consommation extraordinaire, puisqu'avec ce type de voiture qui fait 400 chevaux, on consomme 2,1 litres au 100 km. Extraordinaire. Jean-Claude Debar, on a commencé en parlant de Hyundai. Pour Mitsubishi, vous allez un peu plus loin que la stratégie commerciale qui avait été expérimentée sur la garantie constructeur. 7 ans chez Hyundai. Là, 7 ans, c'est chez Kia. Chez Kia, pardon. C'est chez Kia, c'était nos concurrents. Voilà, alors que c'est dans le même groupe là-bas, en Corée. Oui. 10 ans, c'est ce que vous annoncez. Alors, 10 ans, on va dire un peu modulable, parce que c'est 3 plus 2... pour la garantie globale. 3 plus 2 plus 5, mais c'est une vraie garantie de 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une demande des clients d'avoir pour le même prix des garanties complémentaires. Oui. Et il faut assurer la garantie à vie, puisqu'en gros 10 ans pour une voiture, c'est quasiment la garantie à vie, quoi. Non, pour un Mitsubishi, c'est pas la vie d'une Mitsubishi, il durera plus longtemps que ça. Je prenais la moyenne d'âge du parc français. Alors si c'est la moyenne d'âge du parc français, je vous l'accorde. Ouais. Non, mais on a constaté quoi? On constate que les gens aujourd'hui sont abreuvés d'offres commerciales extraordinaires. Alors, un constructeur va donner une reprise plus 5 000, faire une remise de plus je sais pas quoi, etc. Un financement à 0%. Mais en fait, ce que veut le consommateur, c'est quand il achète sa voiture qui lui plaît. Il veut une voiture qui lui plaît, mais après, il voudrait que cette voiture ne lui coûte rien. Et le meilleur moyen de le rassurer sur la qualité de son produit et de le rassurer sur ses dépenses futures, c'est de lui dire, écoutez, votre voiture, elle est garantie 10 ans, moteur, boîte, pont, une garantie comme la garantie constructeur, mais qui sera étendue pendant 10 années. Ça veut dire que pendant 10 années, vous allez utiliser votre voiture et s'il arrive un truc lourd, vous l'amenez chez votre concessionnaire, elle est réparée et vous ne payez pas. Et ça, c'est un atout important parce qu'il y a tellement de constructeurs aujourd'hui qui disent « Ok, je vous fais une grosse remise, mais quand vous allez à la première révision, vous en sortez avec un billet de 3 000 €. À tel point, c'est tellement vrai que certains constructeurs font même de la publicité maintenant à la télévision pour expliquer que chez eux, les révisions ne coûtent pas un bras, si vous voyez ce que je veux dire.
Est-ce que c'est pas aussi un bon moyen, quand on veut développer son réseau commercial, de s'assurer une clientèle qui revient tous les ans, puisque ça fait partie du deal? Mais bien sûr, ça fait partie du deal. Et bon, c'est win-win. D'abord parce que ça nous fait plaisir de revoir nos clients tous les ans. Ensuite, pendant 10 ans, on va avoir d'autres véhicules à leur montrer. Peut-être qu'on pourra leur en vendre des nouveaux. Et puis, on va garder le contact avec ces gens-là. Mais surtout, on les a sécurisés dans l'utilisation de leurs véhicules au jour le jour et de leurs dépenses, de leurs comptes. Tout le monde compte aujourd'hui. Donc là, ils sont capables de compter rien pendant 10 ans ou 10 euros pendant 10 ans. Et alors, Jean-Claude Debarre, vous réagissez comment justement à ce que disait l'autorité de la concurrence la semaine dernière, puisque là, on parle de l'après-vente, on parle notamment des pièces détachées, on parle de ce marché, l'entretien automobile qui a progressé de 28% en 10 ans d'après l'autorité de la concurrence, plus 13% sur les pièces détachées. Vous en profitez, vous faites du beurre sur le dos des clients qui entretiennent leur voiture derrière? Encore une fois, je ne suis pas du tout dans la même situation que les constructeurs français, Peugeot, Renault et Citroën, qui effectivement vendent des pièces pour leurs produits moins chers en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne qu'elles ne sont vendues en France. Moi, j'achète des pièces au Japon, j'achète des pièces en Corée, donc elles sont vendues au même tarif en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Donc je ne me fais pas de beurre sur le dos de mes consommateurs. Et comme mes véhicules sont garantis pendant 10 ans, c'est moi qui paye la plupart du temps les pièces. Autant vous dire que je m'arrange pour que les pièces soient le moins chères possible. Jean-Claude Debarre, le marché, le secteur automobile, il est à l'arrêt là pour 6 mois encore ou pour plus? Écoutez, ça va dépendre. À mon avis, ça va dépendre. J'ai regardé les statistiques et puis les évolutions des immatriculations avant chaque élection présidentielle. Oui. Alors, je vais faire qu'un constat, c'est pas une analyse politique et je ne vais pas prendre parti. Chaque fois, avant les élections présidentielles, il y a eu un tassement du marché qui était moins important que cette année, qui était de l'ordre de 12 ou 13%, parce que normalement, les consommateurs, les clients se disent qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 3 semaines. Comme pour l'immobilier. Il y a, comme pour l'immobilier, une forme d'attentisme qui fait que le marché se tasse un peu, se tale un peu. En 2012, il s'est tassé un petit peu plus que ce que nous avions prévu, parce que vous pensez bien qu'on avait imaginé ce tassement du marché préélectoral. On l'avait imaginé entre 12 et 15. Et il s'est positionné à 22, voire 23%. C'était un peu plus que ce que nous pensions, mais aussi il y a l'arrêt des aides gouvernementales en fin d'année, etc., qui ont fait que ça a peut-être augmenté cette chute. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Et là je vais faire un petit peu d'histoire. Lorsque le président en place a été reconduit, et je n'en citerai aucun. Ils l'ont pratiquement tous été, à l'exception de Valéry Giscard d'Estaing, sous la 5e pour l'instant. Voilà, mais ça je vous laisse la responsabilité de vos propos politiques. Puisqu'on fait de l'histoire. Faisons de l'histoire. Lorsque le président de la République a été reconduit, le marché est reparti un mois et demi après, et une nouvelle dynamique, une relance de l'économie globale, etc. Parce que, en fait, rien ne change. Rien ne change. Lorsqu'il y a eu changement, et vous y avez fait référence, ça veut dire que tout le monde change. Les secrétaires d'État, les ministres, le ministre du Transport, le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, etc. Il faut qu'il réorganise son équipe, il faut qu'il fasse des propositions, des nouvelles propositions qui ne sont pas celles de son prédécesseur, évidemment. Dans ces cas-là, le marché a mis à peu près 6 mois à repartir. Alors, moi je suis un commerçant et j'aimerais bien que le marché reparte le plus vite possible. D'accord, on a bien dit que ce n'était pas un discours politique, ni un discours économique. Voilà. Dernière question, Jean-Claude Debarre. Mitsubishi et PSA ont rompu leur fiançailles officieuse parce que ça a beaucoup parlé et puis ça n'a jamais été confirmé et finalement ça ne se fait pas puisque PSA s'est rapproché de General Motors finalement. Quel impact est-ce que ça peut avoir pour Mitsubishi sur le marché français, voire sur la stratégie globale? Alors, je ne pense pas avoir un impact suffisant pour perturber la stratégie globale de Peugeot et de GM. Je pense que les deals qui ont été faits avec Peugeot en leur temps étaient des bons deals. Parce que le 4x4 de Peugeot et le 4x4 de Citroën, c'est un Mitsubishi, notamment. Celui de Citroën, c'est un Mitsubishi. Et puis la C0, c'est une Mitsubishi. Donc ça va quand même avoir des incidences. Mais nous allons continuer à fournir, parce que le contrat ne s'arrête pas simplement parce que GM a pris 7% de participation chez M. PSA. Nous allons continuer à produire et à fournir des véhicules à Peugeot pour sortir des C-Crossers et autres véhicules qui sont les versions non originales de la SX,
et de l'IMF que nous avons chez Mitsubishi. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que effectivement, Mitsubishi est un énorme constructeur, un grand constructeur planétairement installé aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, partout. Et il y avait dans la gamme Mitsubishi des produits que n'a pas Peugeot pour l'instant, et surtout une stratégie mondialiste avec des possibilités d'implantation dans des pays où n'est pas installé Peugeot, qui auraient pu être complémentaires. Ça ne s'est pas fait. Je pense que Peugeot a choisi de s'intéresser au marché nord-américain et au marché sud-américain. Ils ont raison, parce qu'il faut que les marques françaises se développent sur ces marchés-là. Sinon, elles se feront manger un jour par soit un Américain, soit un Chinois, soit un Indien. Donc je crois qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils l'ont fait. C'est pas avec Mitsubishi. Tant pis, nous on va continuer à leur fournir des produits. Et puis après on verra bien comment ils s'en sortiront avec nos amis de chez GM. Merci Jean-Claude Debarre, président de Mitsubishi France, entre autres. Merci.